finir d'une question qui est vraiment très, très, très importante, je crois, à savoir la question dont on se représente, en fait, le monde quand on fait du droit. Et donc, la réalité juridique, c'est le titre de cette conférence, mais on pourrait se demander si tout cela est bien réel aussi. Alors, je vais sans doute faire une lecture parce qu'il y a des passages assez difficiles dans ma conférence. Donc, je prie évidemment chacun de bien vouloir m'en excuser. Donc, parlons maintenant de réalité juridique. Et partons d'une idée communément admise au XXe siècle et au début du XXIe siècle, selon laquelle le discours de science, en tant que discours explicatif, est un discours de formalisation de la pensée au moyen de concepts. Cette formalisation consiste dans la construction d'objets articulés en systèmes symboliques à partir desquels peuvent être effectuées des opérations de pensée. Ainsi, logique et mathématiques construisent de tels systèmes sans pour autant avoir pour visée de décrire ou expliquer la réalité vécue, une réalité vécue autrement appelée nature. Car en effet, il n'y a ni point, ni droite, ni sphère dans la nature. Mais pour autant, logique et mathématiques décrivent bien quelque chose, des objets et des opérations. L'activité et le résultat du travail des logiciens et des mathématiciens fournissent des systèmes symboliques opératoires aux sciences physiques ou aux autres sciences humaines, dont la visée est, cette fois, la description et l'explication du réel, à savoir des faits naturels ou des faits sociaux. Des faits sociaux, lesquels sont constitués en objets d'étude. En effet, les faits sociaux réduits en phénomènes sont objets des sciences du fait humain, ce qu'on appelle les sciences humaines. Et en retour, le discours de science nécessite que soit modélisée la réalité, précisément pour pouvoir ensuite permettre l'actualisation de la connaissance dans le réel. Alors ceci, en tout cas, si ceci est bien entendu, pas plus que la logique ou la mathématique, le discours de droit ne décrit la nature, mais pour une toute autre raison. Il n'y a ni norme, ni prescription, ni obligation, ni commandement dans la nature. Ce sont des significations d'actes de parole. L'obligation ne décrit ni des faits passés, ni des faits présents, ni même des faits futurs devant advenir par nécessité. L'obligation, elle n'est pas un objet du monde sensible, ni même un fait social, puisqu'elle est ahistorique. En revanche, énoncer la prescription ou déclarer l'existence d'une obligation, y obéir ou y désobéir sont des faits sociaux qui peuvent être étudiés par les sciences du fait humain, qui prennent le phénomène juridique comme objet. Ou alors, phénomène juridique désigne des faits de production et d'énonciation des normes ou d'application ou d'obéissance. Quelle serait la visée de ces sciences? Quel en serait l'objet? Eh bien, pour concevoir, en fait, on peut concevoir d'adosser les disciplines juridiques à la sociologie, à l'anthropologie, à la psychologie ou encore à l'économie, et ce afin de répondre aux questions suivantes. Quelle loi, quel type de loi quel type de loi au sens des sciences humaines sont mobilisables pour organiser les lois au sens juridique? Ou quelles méthodes des sciences humaines sont mobilisables pour décrire et expliquer les conditions d'effectuation des normes juridiques? Des études statistiques permettent de modéliser les conditions de l'exécution des obligations et donc les conditions d'obéissance aux normes. Mais quoi qu'il en soit, les phénomènes juridiques tels que décrits par la sociologie ou l'économie au moyen de statistiques présupposent une construction
construction d'une réalité virtuelle probable faite de faits statistiques. L'anthropologie ou la psychologie construisent également des schémas abstraits qui, s'ils n'usent de statistiques, présentent les faits humains délibérément dépouillés de leurs circonstances concrètes. Et dépouillés de circonstances concrètes qui s'enchaînent selon des relations logiques ou causales. Cette réalité scientifique dépouillée dans les sciences humaines est construite grâce à une description structurale scientifique du fait humain. C'est une réalité virtuelle modélisée, composée de faits virtuels. Une réalité virtuelle modélisée, composée de faits virtuels, j'y reviendrai. C'est pourquoi la sociologie, l'économie, l'ethnologie, l'anthropologie, la psychologie ou encore la linguistique peuvent se dire juridiques pour exprimer la réduction de leur champ disciplinaire général à la fabrication du droit ou à l'obéissance à ses prescriptions. Mais ces disciplines ne conceptualisent pas le droit en tant qu'objet de science. Elles dessinent des points de vue, nous offrant des représentations plus ou moins rigoureuses des activités des acteurs du droit. L'intérêt de l'interdisciplinarité est bien là, au croisement des savoirs, mais il y a aussi à en apprendre, enfin nous le savons bien, il y a aussi à en apprendre en abordant le problème de la réalité juridique à travers le travail des juristes. Autrement dit, peut-on concevoir la connaissance juridique indépendamment de la connaissance sociologique ou psychologique accessible par l'observation du vécu? Il ne s'agit pas alors de modéliser les réactions d'obéissance ou de désobéissance à une règle, ni de quantifier les phénomènes dommageables, ni même de compter le nombre des instances pendantes ou des contrats conclus. Mais de quelles choses et de quels faits, de quelle réalité parlent les commentateurs quand ils parlent de droit? Il est très difficile de répondre à cette question sans commencer par quelques illustrations de l'usage du concept de réalité juridique dans la littérature juridique. Donc, mon propos pourrait commencer ou rencontrer plusieurs discours dogmatiques. Dans une première partie, je vais vous entretenir des usages de la réalité à travers trois questions, trois thèmes, les présomptions, les fictions et l'apparence. Donc, des usages de la réalité juridique, des usages de la notion ou du concept, faudrait-il dire réalité juridique entre guillemets, car lorsque les juristes parlent de réalité juridique, c'est assez souvent pour signifier la description d'une distorsion entre une réalité vécue tenue pour vraie et sa représentation dans la réalité juridique à laquelle il faut obéir. Dans ces hypothèses, l'analyse doctrinale convoque l'idée que la présomption juridique prouve une réalité juridique indépendamment de sa vérifiabilité dans la réalité vécue. La présomption, elle constitue une opération par laquelle une réalité vécue est écartée au profit d'une réalité de substitution. En clair, on fait semblant. On fait comme si cet homme était le géniteur de l'enfant, comme si ce commerçant connaissait les vices de la chose vendue, ou comme si la chose jugée était la vérité. Et ce n'est pas à proprement parler que la présomption exprime une représentation fausse de la réalité vécue. Elle présume le vrai, sans être tout à fait indifférente à la distorsion produite avec la narration du vécu, en particulier lorsque la présomption est réfragable. En somme, le présumé est un imputé vraisemblable, un probable dispensé d'être mesuré à l'instant Tn, et qui le sera, ou qui ne le sera pas, d'ailleurs, à l'instant Tn plus 1. De cette opération de présomption résultera une représentation de la réalité vécue qui peut même être intériorisée par les différents acteurs. L'homme est le père de l'enfant, quoique le géniteur soit un autre. Le commerçant savait, alors qu'il n'y connaissait rien à ce qu'il vend. Le jugement décrit, eh bien, il décrit une réalité juridique à la fois vraie et fausse. Passons à la fiction. Lorsque les juristes parlent de réalité juridique, c'est assez souvent pour signifier la description d'une contradiction entre une réalité vécue tenue pour vraie et sa représentation divergente
dans la réalité juridique elle-même tenue pour vraie et à laquelle il faut obéir. Mais dans ces hypothèses, l'analyse doctrinale convoque l'idée que la fiction juridique est une opération par laquelle le législateur impose la coexistence simultanée de réalités logiquement contradictoires, où A et non-A coexistent à l'instant T. L'instant considéré peut être du présent, comme par exemple lorsque cet enfant simplement conçu est déjà né pour être l'héritier d'un défunt. Ce groupement est une personne indépendante des personnes qui forment le groupe afin de former des patrimoines séparés. Ou enfin, cette somme de 10 livres sterling est inférieure à 39 shillings pour que le condamné échappe à la peine de mort. C'est une fiction célèbre racontée par Chaim Perlman. Au passé aussi, l'instant peut être considéré à partir du passé. Dans ce cas, la fiction juridique remonte le temps. La condition suspensive, par exemple, se réalise rétroactivement, dit-on, pour signifier que le consentement donné initialement sous condition produit des effets ex tunc, c'est-à-dire depuis l'origine, où deux réalités juridiques contradictoires, le consentement et le non-consentement, ont coexisté jusqu'à ce qu'advienne dans la réalité vécue l'événement désigné par la condition. De même, l'annulation et la résolution du contrat rétroagissent, dit-on. Ceci pour signifier qu'un nouveau passé juridique est venu remplacer l'effet historique advenu, où la réalité juridique anéantie laisse place à un passé alternatif dans lequel rien ne se serait produit. Comprenons plutôt que ce passé substitué est une réalité juridique ahistorique qui représente différemment la réalité vécue ou l'obligation existait dans le passé et n'existe plus désormais dans ce même passé. Enfin, l'apparence. Lorsque les juristes parlent de réalité juridique, c'est assez souvent pour représenter à contre-jour la description d'une apparence de droit, une situation de fait que l'on dit fausse ou erronée, une méconnaissance consciente ou inconsciente des droits d'autrui, ou même une ignorance pure et simple des règles applicables. Dans ces hypothèses, l'analyse doctrinale convoque l'idée d'un écart entre la réalité juridique qui exprimerait le vrai droit positif et une situation fausse, à savoir non conforme à ce que serait la réalité vécue si les règles étaient obéies. Mais toutes ces situations changent dans un mouvement de coïncidence du vrai avec l'illusion, un mouvement de réformation de la réalité juridique en une réalité vécue réinterprétée. Ainsi, la réalité juridique se métamorphose afin que le possesseur devienne propriétaire ou que le mandataire apparent puisse engager son mandant imaginaire. Les situations originaires de désobéissance volontaire ou résultant de méconnaissance sont donc elles-mêmes régies par des règles de second ordre qui précisément les font regarder comme en transition vers une adaptation ou une validation. De là résultera une coïncidence nouvelle entre le vrai et le faux, de la réalité juridique avec la situation de fait. Et cela veut dire dans cette perspective que la réalité juridique à l'instant Tn est différente de la réalité juridique à Tn plus 1. Mais lorsque les règles qui autorisent cette mutation font elles-mêmes partie de la réalité juridique Tn n'est pas différente de la réalité juridique à Tn plus 1. Cette contradiction logique, comme celle qui précède, sont aussi élémentaires que triviales. Elles nous montrent que dans ces hypothèses bien connues, l'expression réalité juridique ne représente rien du tout. Au mieux désigne-t-elle vaguement une réalité alternative au vécu. Si nous voulons lui assigner quelque consistance et sortir de cette trivialité, il nous faut à minima dissocier parmi les niveaux de discours et les usages erratiques de la réalité juridique.
Alors pour ceci, je vais aborder dans une deuxième partie la réalité juridique des choses. Je prendrai quand même quelques précautions, puis j'envisagerai la réalité juridique des biens ou du bien et la réalité juridique du contrat. Quelques précautions. J'emprunte, sans doute l'aurez-vous compris, à l'épistémologie comparative de Gilles Gaston Granger plusieurs idées et directives philosophiques. Il est l'un des plus importants philosophes des sciences et épistémologues du XXe siècle, mais disons d'emblée que Gilles Granger ne s'est jamais intéressé au droit, ni même à la science du droit. Je vais donc procéder par extrapolation, ce qui est très contestable pour prétendre fournir des explications. Mais quoi qu'il en soit, je ne prétends en aucun cas exposer une théorie grangérienne du droit ou de la science du droit, ni même en poser les jalons. Comme le consommateur de philosophie auquel Granger fait référence au début de « Pour la connaissance philosophique », je cherche à confronter l'organisation de signification que le philosophe propose avec les contenus de ma propre expérience. Alors je tente modestement de mettre à l'épreuve un système en l'appliquant et en le transposant dans une discipline autre, et j'accepte évidemment le risque de modifier, de méconnaître malheureusement la portée originaire des concepts philosophiques de mon auteur. Mais avant de poursuivre, je souhaite aussi préciser une condition de mon discours. J'adopterai une perspective réductionniste. Je veux dire que pour comprendre le réel, si tant est que ce réel nous soit connaissable, je vais présupposer que le monde réel est composé d'une diversité et d'une pluralité de choses et de faits humains. Pluralité dont nous pouvons avoir une connaissance objective à condition, et à condition seulement qu'elle soit partielle, provisoire et resituable. Réductionnisme parce que accessible par réduction, cela signifie par des méthodes de décomposition en éléments associés à une formalisation logique. Partant, il sera posé que si A est différent de non-A, il est impossible que A existe en même temps que A n'existe pas. C'est un principe élémentaire de logique. Alors donc, même si les jurisconsultes ne sont pas des scientifiques, et même s'ils ne sont pas tout à fait des philosophes, leurs ambitions ne s'éloignent pas toujours d'un programme d'objectivation, fût-il rudimentaire, et le travail des commentateurs qui décrivent et expliquent a pour matière les faits de langue, des faits de langue, des énonciations produisant des énoncés. Les efforts des commentateurs et des jurisconsultes sont des efforts d'objectivation qui concourent essentiellement à la mise au jour de significations possibles des faits qu'ils qualifient au moyen des textes qu'ils interprètent, c'est-à-dire auxquels ils prêtent des significations possibles. Et c'est vrai que cette objectivation, quoiqu'elle ne s'appuie pas sur la construction complexe d'un système de symboles, consiste en premier ressort en une formalisation en langue ordinaire de la réalité vécue, à savoir la description d'une réalité juridique. Une réalité en quelque sorte modélisée, déshistoricisée, débarrassée de ses variables affectives, où les acteurs ne ressentent que des sentiments normés. Dans sa globalité, la réalité juridique peut être constituée et représentée par une multitude de cas modèles qui fournissent aux règles censées s'y appliquer des matrices inférentielles. Ces cas modèles sont couramment dits des cas pratiques ou des lieux communs que l'on utilise pour permettre la réalisation d'opérations de pensée qui articulent des concepts, des faits virtuels et des règles. Mais ces règles, c'est important de le souligner, sont des éléments variables au gré de la géographie et de l'histoire. Cet effort d'objectivation par le cas modèle est une des conditions de la constitution d'un savoir indépendant du sujet, apte à être transmis en vue de son actualisation dans la réalité vécue.
une actualisation par les différents acteurs destinataires des opérations de pensée. Alors, ces précautions étant faites, j'en arrive à la réalité juridique d'un bien. Que signifie qu'un bien existe? Parce que si l'existence d'un bien est une notion qui représente une réalité, un bien ne peut exister en même temps qu'il n'existe pas. Soit B existe, soit B n'existe pas. Mais dans la nature et les faits humains, aucune entité n'est bien en soi, sans que ne soient posées les conditions de sa qualification juridique ou de sa qualification morale, si on parle de morale. À l'inverse d'une chose qui peut être décrite indépendamment d'une qualification juridique ou morale. C'est pourquoi un bien n'existe pleinement que dans la réalité juridique ou morale. Pour autant, quand on parle de bien, on peut parler de quelque chose de vécu, un sentiment à l'égard de la valeur d'une chose ou d'un fait. C'est pourquoi le dictionnaire du CNRTL, le Centre national de la recherche textuelle, et j'ai oublié le L, offre de nombreux usages du substantif bien, qui, sans se confondre, témoignent du caractère mélioratif accordé par bien. Je ramasse quelques définitions. Ce qui favorise l'équilibre, l'épanouissement d'un individu, d'une collectivité ou d'une entreprise humaine à tout point de vue. Un ensemble des valeurs positives fondamentales, ou toute chose dont la possession, la jouissance, en fait ou en esprit, est considérée par l'homme comme utile à sa conservation, à l'expansion de son être. C'est pourquoi la construction de la réalité juridique supposera l'usage de notions normées qui dessinent un cadre épistémologique. Carbonnier ne dit pas autre chose quand il dit qu'il s'agit d'un décalque, reflet du monde physique qui ne coïncide pas parfaitement avec lui. Il nous dit toutes les choses ne sont pas des biens, tous les biens ne sont pas des choses. Ceci pour exprimer l'idée que les choses de la réalité vécue sont représentées par deux notions juridiques. D'un côté, bien, qui exprime les aptitudes d'appropriabilité de la chose, inverse de celle que l'on pourrait appeler non-bien, qui répugne à toute appropriation, et une autre notion qui est la notion de chose. Alors cette fois-ci, notion juridique de chose, c'est pas tout à fait la même chose que la notion de chose dans le vécu, mais nous sommes là en pleine ambiguïté. Chose qui est alors une notion duale, désignant effectivement une chose de la réalité vécue, ou bien un bien de la réalité juridique. Alors c'est pas clair parce que j'ai dit chose et bien de manière successive. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que l'utilisation par les juristes du concept de chose est duale. Soit on désigne une chose de la réalité vécue, soit on désigne un bien qui n'a pas de correspondance dans le vécu. C'est pour ça que les juristes prêtent un sens à la phrase suivante: les choses incorporelles ou intellectuelles sont des biens immatériels. Les biens immatériels n'ayant pas une correspondance en tant que chose dans le vécu. C'est pourquoi aussi, dans la réalité juridique, la proposition linguistique « le corps humain n'est pas un bien » signifie que le corps d'un humain, vivant ou mort, est un non-bien. Et peu importe du reste qu'on le désigne comme être ou comme chose dans la réalité vécue. Ce qui signifie tout simplement qu'une norme prohibe l'appropriabilité du corps humain. Je vous raconte un événement de la réalité vécue à présent. L'un de mes aïeux étant décédé récemment, j'ai réclamé à l'hôpital où s'est produit le décès que le défunt et tous ses effets nous soient rendus. S'il a bien été remis à la famille, certains organes étaient manquants. Le cerveau ayant été prélevé, il est aujourd'hui conservé dans un bocal de formol. J'ai exigé des autorités de l'hôpital qu'ils nous remettent le bocal, mais j'ai été informé de ce que ce bocal avait été cédé à la faculté de pharmacie pour y être utilisé. Bon,
c'est une réalité vécue. Pour signifier la construction d'une réalité juridique, il est courant d'utiliser des faits jurisprudentiels déshistoricisés. Ces faits jurisprudentiels déshistoricisés s'induisent parfois de seules références. Illustrons cette idée au moyen de CEDH, Elbert contre Lettonie, 13 janvier 2015, numéro 61243/08. Une femme, ayant appris que des tissus avaient été prélevés sur le corps de son mari décédé, découvre que les tissus prélevés avaient été envoyés dans un laboratoire pharmaceutique à l'étranger. Les tissus prélevés étaient destinés à la fabrication de bioimplants, lesquels devaient ensuite être renvoyés dans le pays d'origine aux fins de transplantation. La veuve n'avait pas été informée et par conséquent n'avait pas pu donner son consentement. Ceci constitue un fait virtuel, extrapolé de CEDH Elbert versus Lettonie, qui a été rapporté par exemple à plusieurs occasions dans la doctrine française, mais notamment par Aloïse Ken dans sa thèse « Le contrat portant sur le corps humain » en 2021, précisant que dans le domaine particulier de la transplantation d'organes et de tissus, il a été reconnu que le corps humain doit toujours être traité avec respect, même après sa mort. Mais dans cette narration, il n'y a rien qui soit description de la réalité vécue, ni au premier degré de la narration des faits rapportés par les juges, ni au second degré par celle réalisée par les commentateurs. On n'apprend rien des sentiments de cette femme qui, dans la réalité vécue, ont animé ses actions. Le récit décrit est un fait virtuel, construit pour rendre compte d'une notion normée, qui est le prélèvement d'organes ou de tissus. En effet, du fait de prélever un organe s'induisent des obligations en droit positif, obligations dont les fondements idéologiques varient avec le temps et l'espace. Mais l'effort d'objectivation aboutit à un résultat lorsque le même fait virtuel peut servir à la comparaison de notions nationalement normées, et normées différemment. C'est pourquoi le fait virtuel extrait de CEDH Elbert versus Lettonie peut servir à décrire et expliquer des décisions rendues par d'autres tribunaux dans d'autres systèmes juridiques. Et je renvoie ici, par exemple, à Dobson versus North Tyneside Health Authority, qui est une décision de la Cour d'appel anglaise de 1997. Dans la réalité juridique, ci-dessus rapportée, l'organe prélevé étant un non-bien, il ne peut donner lieu à appropriation, ce qui signifie que la relation juridique opérant pour la cession d'un tel non-bien n'est pas un contrat, mais un non-contrat. De même, un tel non-bien ne peut donner lieu, ne peut pas donner lieu non plus à une action en revendication dans les systèmes de droit civil, parce qu'une telle action présuppose la propriété du demandeur, et il ne peut pas non plus du reste donner lieu à une action en conversion dans les systèmes de common law, puisque conversion est un tort qui suppose le droit à la possession de la chose. Et cela n'empêche pas que l'on puisse comparer les situations. Et c'est bien le but de cette objectivation. J'en arrive à présent à cette question du contrat. Alors, je disais à l'instant que la cession, un accord de cession d'un organe n'était pas un contrat, mais un non-contrat. Il faut maintenant se poser la question de savoir ce qu'est la réalité juridique du contrat. Réfléchissons à partir d'une situation donnée et posons-nous la question de savoir ce que signifie qu'un contrat existe. Car si l'existence d'un contrat est une notion qui représente une réalité ou non pas un rêve ou une entité magique,
eh bien, soit C existe, soit C n'existe pas. Un contrat ne peut exister en même temps qu'il n'existe pas. Mais dans la nature et les faits humains, aucune relation n'est contrat en soi, sans que ne soient posées les conditions de sa qualification juridique ou morale. À l'inverse d'une relation de filiation, par exemple, qui peut être décrite indépendamment d'une qualification juridique, indépendamment d'une qualification morale. C'est pourquoi un contrat n'existe pleinement que dans une réalité juridique ou morale. Pour autant, quand on parle de contrat, on peut aussi parler de quelque chose de vécu, un accord d'un type particulier. Pour dire qu'un accord existe ou n'existe pas, il faut donc en passer par la description de ses conditions linguistiques. Et je retourne alors vers le dictionnaire du CNRTL. Je pense que L veut dire linguistique. Qui nous dit qu'un accord, en français en tout cas, est une union, une harmonie, une entente prise dans un sens très général qui consiste en une conformité des sentiments, des pensées et des volontés. D'un point de vue phénoménologique, il est donc possible de décrire le processus rudimentaire d'un accord et de vérifier son existence en tant que fait historique. Une première énonciation de parole ou bien des agissements signifiant des sentiments ou des désirs de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Je suis sûr que certains pourraient appeler cela une offre. Et puis, une énonciation simultanée ou postérieure de paroles ou bien des agissements conformes ou non conformes aux significations des premières paroles ou des agissements. Et je suis persuadé qu'on pourrait appeler ça une acceptation. Si vous voulez, une réalité extralinguistique peut être énoncée linguistiquement, une réalité vécue. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. Je désirais une chemise qui se trouvait dans un magasin. Je suis entré dans le magasin, j'ai échangé des paroles avec le marchand, j'ai saisi la chemise, j'ai échangé à nouveau des paroles avec le marchand, j'ai mis la chemise dans mon sac et je suis parti sans courir. Dans ce récit, il y a accord si l'expression de mes sentiments et de mes désirs de prendre la chemise rencontre les désirs et les sentiments du marchand de me laisser faire. Mais je souligne que l'on utilise aussi en français le terme accord pour signifier autre chose qu'une harmonie entre deux personnes. Le terme accord a cette ambiguïté qui fait que je suis en accord avec moi-même lorsque j'agis conformément à mes convictions. Aussi, la construction de la réalité juridique du contrat va-t-elle commencer par la restriction des usages linguistiques courants à un type spécifique d'accord. Disons, à un concours de déclaration ou manifestation de volonté exprimée par plusieurs personnes. Une définition courante, une restriction courante. Selon la teneur de leurs paroles échangées et leur comportement, dans la réalité vécue, ces paroles peuvent être interprétées comme ayant créé des liens spécifiques entre les différents acteurs. Mais précisément, cette interprétation ne serait pas seulement le récit de la réalité vécue qui décrirait des affects ou des sentiments particuliers. Par exemple, le fait de se sentir maître de la chose, ou bienheureux d'un profit réalisé, ou redevable d'un dû, ou soulagé par son paiement. Non, cette interprétation décrit la réalité juridique lorsqu'elle constitue l'issue d'une opération de pensée actualisant un fait virtuel. Et ce fait virtuel est ce qui est connu de l'interprète. Je vous donne quelques exemples. Imaginons que Primus entre dans le magasin de Secundus pour envisager l'acquisition d'une bouteille de vin. Primus déclare payer celle qui lui a été recommandée par Secundus. Celui-ci remet la bouteille à Primus qui la paye. Eh bien, à ce propos, Ulpien
construit un fait virtuel en imaginant que la bouteille contienne du vinaigre au moment où Primus s'apprête à la déguster. Deuxième exemple de fait virtuel. Imaginons que Robert Joseph entre dans le magasin d'un marchand pour envisager l'acquisition d'une boîte en or. Il s'en saisit, il se saisit de celle qui lui plaît plus exactement, et il en paye le prix. Eh bien, à ce propos, Potier construit un fait virtuel en imaginant que la boîte est en cuivre doré et que s'il l'avait su, il n'aurait pas accepté d'en payer le prix. Alors, je pourrais multiplier les exemples, il y en a beaucoup, en parcourant les littératures juridiques du monde, ou même en inventant moi-même, que cela soit on va dire en droit continental, en droit civil ou en common law, la doctrine utilise ces schémas analytiques plus ou moins élaborés, ces récits imaginaires plus ou moins raffinés, pour transmettre de la connaissance. Parce que ces schémas décrivent des faits virtuels. Alors, ces faits virtuels ne sont pas l'expression modélisée de phénomènes physiques. Ce ne sont pas non plus des faits statistiques. Des faits statistiques, par exemple, qu'on retrouve dans la littérature économique ou sociologique. Et ils ne représentent pas non plus, à proprement parler, des faits linguistiques, ni des schémas psychologiques. Et ce ne sont certainement pas des faits historiques. Parce que même quand on cite de la jurisprudence, les faits qui sont rapportés sont soigneusement déshistoricisés. Alors, à défaut de pouvoir vraiment les situer sur la carte des sciences sociales, ces faits virtuels constituent à minima des faits littéraires. Et ce sont ces faits littéraires qui eux-mêmes constituent la réalité juridique. Ce sont des faits littéraires en ce sens qu'ils restituent, en la formalisant, une expérience, comme pourrait être l'expérience artistique, mais précisément l'effort d'objectivation du commentateur refoule les intentions de celui-ci derrière son œuvre. Alors, on peut essayer d'aller plus loin. Dans la réalité juridique, les acteurs et leurs sentiments, leurs actions et les choses décrites ont des qualités normées. Les marchandises exposées en magasin sont des biens. Le fait de les exposer en vitrine constitue une offre de contrat ou une invitation à faire une offre. Le fait de parlementer pour obtenir un rabais constitue une négociation et le marchand de chemises sera un vendeur, même si dans la réalité vécue, c'est un travailleur précaire payé au salaire minimum, pas forcément déclaré. On parlera de lui comme un vendeur. Ces qualités normées sont le résultat d'opérations de pensée qui articulent des concepts organisés en systèmes et des normes. Pour décrire ces opérations, le premier défi est d'ordre linguistique, car les normes qui déterminent les qualités des acteurs, des choses ou des activités de la réalité juridique sont exprimées dans une langue ordinaire, non artificielle. Et souvent, ces mêmes normes sont exprimées au moyen de notions que l'on pourrait dire endotiques, c'est-à-dire de notions qui servent à plusieurs choses, mais qui servent aussi à leur propre description. Ceci est donc une cause d'ambiguïté. Pour tenter d'être plus clair, tout simplement, soit la proposition suivante. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Cette proposition peut être interprétée de deux manières, sur deux plans de discours différents. Cette proposition peut signifier, d'une part, que contrat signifie un accord de volonté ayant certaines qualités. On a ici une stipulation lexicale qui assigne une ontologie au contrat. Deuxième possibilité de compréhension de cette phrase, les contrats existent par l'accord de volonté ayant certaines qualités. Et alors cette phrase est une description des critères d'existence d'un contrat dans une réalité virtuelle francophone. Mais dès lors que cette proposition
est tenu positivement pour être une norme juridique. Et c'est le nouvel article 1101 du Code civil français. Ce sont d'autres contenus que cette proposition nous fait parvenir. Elle nous fait parvenir d'abord le contenu suivant. L'accord de volonté ayant certaines qualités devra être qualifié de contrat. Parce que dans la réalité juridique, il est par essence un contrat, à savoir qu'il sera nécessairement qualifié de contrat. Devra être qualifié l'accord qui réunit les qualités prévues à l'article 1101. Deuxième possibilité, sera qualifié de contrat l'accord qui réunit toutes les qualités et, à contrario, sera qualifié de non-contrat l'accord qui ne réunit pas toutes ces qualités. Devra à sera. L'effet d'essentialisation est capital parce qu'il permet, dans le discours de l'interprète, de passer de l'obligatoire, devra, au nécessaire, sera. Ce qui est la clé de la description des faits virtuels constituant une réalité juridique positive. Ces interprétations dessinent une technicité complète de l'existence du contrat, ce qu'il est et quand il est, de sorte que la réunion des qualités requises suffit à qualifier l'accord de contrat. Alors, restons conscients que cette ontologie du contrat est une construction qui ne décrit pas une réalité vécue, ne décrit aucune réalité vécue. Et ce, d'autant plus que cette construction révèle à l'examen comparatiste des tropismes culturels. Il faut ainsi remarquer que cette opération de qualification est indépendante de celle intégrant la validité du contrat dans le système juridique français. Je vous propose une deuxième phrase. Sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter un contenu licite et certain. Cette deuxième proposition, que l'on retrouve dans sa dimension normative au nouvel article 1128 du Code civil, énonce les qualités que doit avoir l'accord qualifié de contrat qui existe au sens de l'article 1101 pour recevoir la qualité nommée validité. Donc la notion de validité est utilisée ici pour signifier une qualité de second rang qui n'est pas pertinente pour tous les types d'accords, seulement pour ceux qui, même non contractuels, entendent produire des effets juridiques et auxquels on applique en tant que de raison les règles du contrat. Bon, ça c'est pour les spécialistes qui auront reconnu l'article 1101-1. Autrement dit, dans la réalité juridique française, il existe des relations interpersonnelles dénommées contrats qui sont valides et d'autres qui sont invalides. Et c'est la notion de nullité qui est utilisée pour signifier de manière hégémonique les situations juridiques d'invalidité dans le Code civil réformé depuis 2016. Alors, cela produit comme conséquence que les propositions juridiques suivantes en droit français sont pourvues de sens. Je veux dire qu'elles ont un sens juridique. 3 propositions qui peuvent paraître bizarres pour des étrangers. Nous avons conclu un contrat nul. J'ai confirmé un contrat nul. J'ai exécuté un contrat nul. 3 propositions qui ont du sens dans la réalité juridique française et qui n'en ont pas dans d'autres systèmes juridiques. Je souligne donc ici que dans la réalité juridique française, un contrat nul n'est pas un non-contrat. Alors j'en arrive à ma comparaison avec la réalité juridique espagnole, qui est réglementée sur cette question-là par les articles 1254 et 1261 du Código Civil. Je vais lire en espagnol. Donc, l'article 1261 nous dit « No hay contrato ». Bon, je dis l'espagnol avec un accent italien, ce n'est pas très
grave. No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y cosa de la obligación que se establezca. Bon, bref, vous avez reconnu le consentement des parties, l'objet certain qui forme la matière du contrat et la cause de l'obligation. Mais le premier membre de la phrase nous dit « no hay contrato ». Il n'y a pas de contrat. Cela rend équivalentes les conditions d'existence du contrat et les conditions de validité. C'est une équation qui a une portée normative, en ce sens qu'en droit espagnol, dans la réalité juridique espagnole, les accords illicites, comme par exemple les accords qui portent sur la cession d'organes, ne doivent pas recevoir la qualification de contrat. Dans la réalité juridique espagnole, les accords illicites sont des non-contrats, en ce qu'ils produisent ab initio aucun effet juridique. Ils ne peuvent exister en tant que contrat, alors que dans la réalité juridique française, ces contrats illicites sont nuls. Et ils peuvent exister et doivent être annulés. Donc, je pourrais multiplier les exemples. En Angleterre ou au Pays de Galles, le contrat n'existe dans la réalité juridique que s'il est, on dit, supported by consideration, que s'il y a une contrepartie. Ce qui signifie que les accords à titre gratuit ne sont pas des contrats. Ce sont des non-contrats. Et en common law, dans la réalité juridique de common law, il y a des règles spécifiques d'equity qui viennent tempérer l'application de cette règle. Donc la réalité juridique anglo-américaine se dédouble, mais ça c'est une autre question. Et j'en ai pour l'instant terminé avec cette conférence un peu difficile et je m'en excuse. Bravo et merci. Merci beaucoup, Michel. C'était très, très riche et très axé sur le droit des contrats, le droit des biens, ce qui nous fait du bien puisque jusqu'à maintenant,